Quand on regarde l'état du monde, nous sommes obligés de faire un constat glaçant. Nous sommes en train de détruire le système Terre. On constate un dépassement des limites planétaires, un effondrement du vivant, une explosion des pollutions. Et malgré tout, ce qui semble nous terrifier le plus, c'est encore l'idée que l'économie pourrait décroître. Des concepts abstraits nous obsèdent, tandis que le délitement du monde bien réel nous indiffère. Si on regarde le monde à travers les yeux de n'importe quel être vivant sur Terre, tout devient plus clair. Nous sommes une espèce invasive, dénuée de prédateurs, dont le seul but est de croître jusqu'à atteindre les limites de l'écosystème dans lequel nous nous sommes installés, c'est-à-dire la Terre, tout en détruisant les autres formes de vie et en nous mettant nous-mêmes en danger. Face à ce constat, on pourrait se dire que le transhumanisme est vraiment le summum de la stupidité. Enfin, on va régler des problèmes qui ont été causés par la technologie grâce à encore plus de technologie. Enfin, vous vous rendez compte, ils sont en train de proposer une immortalité biologique personnelle et égoïste alors que la survie de l'espèce humaine est en danger. Si les transhumanistes disaient vraiment ça, ça me paraîtrait être de bonnes remarques. Mais est-on vraiment sûr que c'est là leur propos ? Est-ce que cette figure du transhumaniste capitaliste et libéral qui n'a aucune conscience des enjeux écologiques et sociaux est vraiment correcte ? Eh bien, pour le savoir, je serai aujourd'hui accompagné de Marc Roux, président de l'Association française transhumaniste. Alors, quel est l'avis d'un transhumaniste comme lui sur des sujets comme le capitalisme, la décroissance ou l'effondrement ? Devrions-nous rester dans notre système actuel en espérant que la technologie nous sauve ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc et bienvenue sur le podcast. Bonjour Shaiman, merci de ton invitation. Alors, je te propose commencer par te présenter, qui es-tu, ton parcours, etc. Bon, donc voilà, comme tu l'as dit, je suis le président de l'Association française transhumaniste. Je suis également chercheur affilié à l'Institute for Ethics and Emergent Technologies, donc à Boston. J'ai la particularité d'être un historien de formation. Je le pointe parce que c'est pas si fréquent dans le monde des transhumanistes. La plupart sont issus de l'informatique ou de la biologie, bien souvent. Donc, voilà, ça me donne peut-être un point de vue un petit peu différent, un petit peu décalé. En tout cas, j'ai tendance à réfléchir sur le temps long. Une petite particularité. Voilà. Et puis aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser, tu as écrit un livre, si tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est le livre. Dans le livre s'appelle Technoprog, il reprend à la fois le petit nom de l'association, AFT Technoprog. C'est un ouvrage qui vise deux choses. D'une part, à présenter le transhumanisme de manière générale, mais de notre point de vue, en démontant un certain nombre des a priori qui restent assez courants sur le transhumanisme, et d'autre part, en développant ce que nous considérons comme étant cette vision techno-progressiste. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une interprétation progressiste du transhumanisme? Voilà, pour dire les choses rapides sur ce livre. Par exemple, toi, en tant que personne, disons personnellement tes valeurs, est-ce que tu te considères, par exemple, comme anticapitaliste ? La réponse simple est oui. Ok. Quand je fais les quiz de la politique pour dire, tu sais, de quel parti vous êtes finalement le plus proche, et voilà, je réponds à toutes les questions. Et ça fait 2 fois d'affilée, parce que je l'ai fait 2 fois. Là, je l'ai fait pour ces élections, comme ça, pour rire un peu. Et pour les élections précédentes, je vote pas le résultat pour lequel je vote utile souvent. Mais la réponse vraie, c'est nouveau parti anticapitaliste. Ok. Bon, Ah ouais. là, Bon, au moins là, c'est clair. Et du coup, pourquoi est-ce que tu te considérerais comme anticapitaliste ? Bah ça paraît quand même comme quelque chose de vraiment étonnant, je pense, pour la plupart des gens, tu vois. En tout cas, pour les décroissantistes ou comme ça, il y a souvent vraiment
une fusion qui est faite entre le transhumanisme et le capitalisme. Les transhumanistes sont capitalistes, point barre, tu vois. Moi, c'est ce que j'entends à longueur de conférences d'Aurélien Barraud ou de personnes comme ça, par exemple. Mais parce qu'ils ont intégré la définition du transhumanisme qu'ont proposé les Jean-Michel Beignet et consorts. Donc, ils ont une vision tout à fait restreinte du transhumanisme. Voilà, c'est juste, je pense, malheureusement. Et puis, d'un côté aussi, ça leur convient. C'est-à-dire qu'ils sont très contents d'avoir ce bouc émissaire. Et au contraire, je crains que notre transhumanisme, le transhumanisme techno-progressiste, les dérange. Ça met par terre une partie de leur argumentation. Ça chatouille, ça gratte, quoi. C'est ennuyeux. Bon, alors, dans la question précédente... Pourquoi est-ce que tu te considères comme anticapitaliste? Ouais. Bon, je pense que la logique capitalistique de fond, elle est forcément, elle tend au productivisme et donc bien souvent, elle est absurde. Donc, la logique stricte, donc, c'est l'augmentation du capital pour l'augmentation du capital. Et cette logique-là, elle a son efficacité dans un certain contexte. Je viens j'ai lu avant-hier et j'ai partagé ce matin avec les membres de l'Association française transhumaniste un article que j'ai trouvé tout à fait intéressant parce que c'est deux chercheurs en neurosciences qui constatent quelque chose que les transhumanistes constatent depuis 10 ans, que les transhumanistes ont dit depuis 10 ans, qui a été relaté notamment par un philosophe de Oxford, qui est un vrai transhumaniste, qui est Julian Savulescu, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Unfit for the Future, et dans lequel il explique, à son avis, que l'humain d'aujourd'hui, grosso modo, est toujours le même humain que celui d'il y a 200 000 ans. Donc, du point de vue de l'évolution darwinienne, il est toujours fait pour survivre dans un monde hostile qui est celui de la savane, dans lequel vivait Homo sapiens, et que par conséquent, il est tout à fait capable d'être violent jusqu'au meurtre. Il est mu par un besoin d'avoir, d'accumulation, parce qu'il ne sait pas de ce dont le lendemain va être fait. Donc, par exemple, s'il trouve à manger, il mange jusqu'à s'en gaver, il devient obèse parce que, en fait, il y a 200 000 ans, le bosquet de baies, il était vite consommé, il n'y avait pas de risque d'obésité. Donc, il était positif de se goinfrer des baies qu'on trouvait, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les rayons de supermarché, ils sont remplis des pots de confiture de baies à l'infini. Donc, unfit for the present, moi je dis. Il n'est pas unfit for the future. C'est pas qu'il n'est pas fait pour le futur, il n'est plus adapté. Son cerveau, le fonctionnement neuronal n'est déjà plus adapté à notre quotidien, d'où tout un ensemble de dysfonctionnements, donc y compris la crise climatique et d'autres problèmes. Je pourrais citer tous les aspects liés à la dominance, au besoin de dominance chez l'humain, d'où ça vient et toutes les dérives que ça provoque, les guerres russo-ukrainiennes, entre autres, par exemple. Donc, ce système capitalistique, il est conçu, il n'est pas conçu, parce qu'il n'a pas pensé ces dimensions-là. Il est resté efficient tant qu'on avait l'impression d'être dans une planète dans laquelle la croissance de l'activité n'était pas problématique ou ne paraissait pas problématique. À partir du moment où on réalise qu'on est dans une seule planète et qu'on n'a pas pour l'instant une planète de rechange sous la main, eh bien, la prémisse capitalistique, elle ne tient plus la route. Donc, les conséquences, enfin, les prémices du capitalisme qui reposent sur la croissance continue de la productivité, donc sur la production et sur la consommation, tout ça, à un moment donné, ne fonctionne plus, se retrouve donc coincé. Et la valeur centrale du fonctionnement capitalistique, qui est celle de la
croissance, qui reste un mot magique dans la bouche de la théorie standard des économistes, eh bien, cette valeur, elle est perdue. Elle devient contradictoire. Je cite des exemples qui ne viennent pas de moi, qui viennent des décroissantistes que je lis à l'occasion. Vendeur de journaux, dans la petite ville grecque où je suis, vend la décroissance. Amusant. Donc, par exemple, j'ai appris un beau jour qu'il y avait, je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'était de l'ordre de genre 100 000 ou 200 000 poulets qui traversaient dans un sens la frontière franco-italienne, pour parler encore de nos amis transalpins, parce que dans une logique pure de marché, il est positif donc il y a des échanges qui se fassent dans un sens, et puis en parallèle, en même temps, il y a à peu près la même quantité de poulets qui traversent la frontière dans l'autre sens, qui sont des poulets produits, donc élevés en Italie et qui sont vendus en France. C'est amusant, c'est à peu près la même quantité dans un sens et dans l'autre. D'un point de vue, purement logique, rationnel, il y a un besoin de consommation. On veut manger des poulets, ok. C'est bien pour l'alimentation, la volaille fait partie de l'alimentation humaine normale, c'est pas la pire des viandes. Donc, il y a tel marché, telle quantité de consommateurs en France, bon, mais c'est bien qu'on leur donne à manger tant de quantité de poulet. Et il y a la même quantité en Italie, c'est bien qu'ils aient leur poulet aussi. Mais là, on fait 2 fois le mouvement et on imagine comment ça se traduit en termes de pollution, en termes de besoin d'infrastructures, en termes de bullshit jobs, puisqu'on a besoin du double de transporteurs donc de poulets. D'ailleurs, il y aurait besoin, si la production française était vendue aux Français, la production française aux Italiens, il y aurait besoin d'un nombre de transporteurs beaucoup moins important, parce que ça fait des morts sur les routes, on brûle du pétrole, donc de l'essence en quantité démultipliée, etc. Donc tout ça, d'un point de vue écologiste, paraît juste absurde, alors que d'un point de vue capitalistique et néolibéral, c'est très bien, puisqu'en valeur, la quantité donc de biens mesurés en dollars ou en euros ou en tout ce qu'on veut, elle est plus que multipliée par 2. Elle est multipliée par près de 2,5 ou je ne sais pas combien à cause du fait de ces échanges. Voilà, ce petit exemple me paraît assez bien résumer la chose, dire pourquoi d'un point de vue on va trouver que c'est très bien, et d'un autre point de vue, on va trouver que c'est absurde, donc plutôt très mal, vu les conséquences environnementales. Donc voilà, je pense que la pure logique capitalistique nous fait aller dans le mur, sans même parler ici de la dimension sociale de la logique capitalistique. Là, je n'ai cité à peu près que la question environnementale, en termes de ressources, etc. Alors, si je rajoute la dimension donc sociale là-dessus, je vais pointer d'autres problèmes. Donc, la concentration de la valeur. Le fait que donc la logique qui permet d'améliorer la quantité de capital, elle passe en général essentiellement par l'amélioration de la productivité, sauf que la répartition des pouvoirs est telle que les gains de productivité, eh bien, ils sont perpétuellement répartis de manière inégalitaire, et plutôt de plus en plus inégalitaire, ce qui amène à ce qui est constaté depuis des décennies maintenant, à savoir qu'il y a de plus en plus une part de plus en plus petite de personnes qui contrôlent une part de la valeur de plus en plus importante. Et si c'était que des billets de banque, ce ne serait pas trop grave, mais le problème, c'est que la valeur, elle a une traduction en termes de pouvoir. Donc, on aboutit en effet à des situations d'inégalité sociale qui sont problématiques. Alors bon, il y a eu toute une période dans laquelle un discours a dit « Ah ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas grave, regardez au niveau mondial, en fait, avec la mondialisation, eh bien, il y a un enrichissement d'un plus en plus grand, un nombre de plus en plus important de personnes, ce qui a été en partie vrai, c'est-à-dire que les gens qui disaient ça quand même avaient tendance à masquer soigneusement que dans la même période, dans les pays qui précédemment étaient développés, les classes moyennes étaient en train de se paupériser, ce qui, au passage, à mon avis, est la principale raison
du développement de la tendance populiste dans ces mêmes pays, que ce soit la Trumpisation des États-Unis ou que ce soit ce qu'on a vu se développer donc en Europe, Orban et Le Pen et compagnie, Savigny, enfin on ne peut pas dire dans tous les pays c'est pareil. Donc c'est la paupérisation des classes moyennes, hein, et bon, d'autres facteurs encore. Certains politiques ont une responsabilité par rapport à ça. Donc la logique capitalistique est à l'œuvre là derrière. Et ensuite, je pense que l'essor donc permis aux classes moyennes dans un premier temps, comme on l'avait vu donc en Occident, il ne se fait cet essor que pendant une période donnée. Et à partir du moment où on a globalisé, où on est arrivé à un certain degré alors en effet, en Chine, en Inde, on a vu émerger donc des classes moyennes, donc qui se sont fortement enrichies, qui sont sorties de la pauvreté. Il ne faut pas oublier quels étaient les degrés de pauvreté en Inde et en Chine il y a une cinquantaine d'années. Donc pour des millions et des millions de personnes, ça a été de vrais progrès humains permis par la logique capitalistique, productiviste, etc. en question. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ce que je vais dire, c'est que cette logique, elle n'est possible que dans la période où on a possibilité d'externaliser tout un ensemble de dégâts. Alors ça peut être environnementaliste ou ça peut être social. Et une fois que on a atteint le niveau où la plupart de ces frais, en gros, voilà, ces choses qu'on pouvait passer par perte, ces profits, on a atteint les limites, et bien à ce moment-là, on est obligé à nouveau de faire payer le coût en interne. Alors, à vrai dire, on pourrait continuer dans la même logique, parce que pour l'instant, l'Afrique n'a pas connu ce niveau de développement. Alors, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la Chine, notamment, est en train d'externaliser un certain nombre de ses problèmes, ou l'Europe le fait aussi, hein. On exporte nos détritus, on va faire du pillage de ressources, donc en Afrique, on délocalise des usines chinoises et on va les construire en Afrique. On va créer du lumpen par le prolétariat en Afrique. Donc voilà, les Chinois font la même chose que ce qu'ont fait les Européens en Afrique ou ailleurs. Ça fonctionne pendant un certain temps. Alors, un certain temps, ça peut être plusieurs décennies. Donc du coup, personne ne s'en rend compte. La majorité des personnes ne s'en rendent pas compte. Mais ça ne fait qu'on recule pour mieux sauter, quoi. Ou plutôt, on continue à courir et on se rapproche du mur. Donc, le problème de fond du capitalisme n'est toujours pas résolu. Et donc, de ce point de vue-là, à mon avis, les environnementalistes, les décroissantistes n'ont pas tort sur tout. À mon avis, ils ont tort ceux qui systématisent leur réflexion, donc qui tombent dans du fondamentalisme écologiste. Hein, parmi les environnementalistes allemands, je me rappelle, à la fin des années 70, début des années 80, déjà, ils avaient identifié les verts qu'ils appelaient les Fundi, c'est-à-dire les fondamentalistes, et les Realos. Hein, les écologistes allemands se partageaient entre ces deux tendances, donc les pragmatiques d'un côté et les fondamentalistes de l'autre. À mon avis, ni l'une ni l'autre des deux tendances n'ont tout à fait raison. À force de réalisme, on finit par tomber dans de l'économisme, parfois. On peut avoir de l'écologisme économiste qui perd le contact avec la réalité. Et de l'autre côté, le fondamentalisme que certains qualifient de Khmer vert, c'est pas gentil, donc ne propose pas les bonnes solutions non plus. Mais je pense que donc il y a des justes milieux par rapport à ça, et que certaines réflexions, certaines analyses décroissantistes pointent les vrais problèmes. Voilà. Et donc, c'est une manière évidemment un peu allongée de dire mon positionnement qui est à l'encontre des logiques capitalistiques encore aujourd'hui dominantes. Alors, je dis juste une dernière chose, évidemment, juste pour dire ça. Je ne m'oppose pas, par exemple, à
la propriété privée ou à certaines formes de propriété privée. Donc, je ne suis pas communiste non plus. Alors, en fait, c'est ça que j'allais te demander, en fait, justement. Parce que ce que tu dis là, est-ce que c'est vraiment le capitalisme ou bien c'est quelque chose d'encore plus global qu'on pourrait appeler une sorte de productivisme à quelque part? Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des sociétés qui sont communistes et qui fonctionnent peut-être de façon productiviste aussi et qui poseraient peut-être les mêmes problèmes d'un point de vue environnemental et social. Je sais pas ce que tu en penses. Je crains en effet qu'une logique communiste pure, telle que le communisme a été conçu à son origine, ne résolve pas non plus le problème. Parce qu'en effet, le communisme était, et semble-t-il, il est encore assez facilement productiviste. Bon, il y a heureusement des communistes qui ont évolué par rapport à tout ça. Il y a des communistes au sein de l'Association française transhumaniste. Donc voilà, on discute très bien avec eux de temps en temps. Mais moi, j'ai quand même tendance à penser que tout ce qui, du point de vue de ces différentes analyses, veut systématiser un concept, risque d'arriver à quelque chose qui peut être contradictoire. Donc, je suis satisfait ni par l'un ni par l'autre. Par exemple, pour revenir au capitalisme, il y a une interprétation du capitalisme qui pourrait être, à mon avis, peut-être recevable, mais au fond, j'y crois pas. C'est quand on dit ou on fait dire au capitalisme que ce qui importe, c'est seulement la croissance de la valeur. Et alors, à ce moment-là, on peut dire, faire croître de la valeur, il n'y a aucun problème, par exemple, en termes environnementaux, parce que la valeur, c'est quelque chose de complètement immatériel. Donc, on peut mettre de la valeur sur des services qui sont au contraire écologistes. C'est donc la fameuse idée de créer un marché pour quelque chose comme l'émission de dioxyde de carbone et dire voilà, c'est très bien en termes capitalistiques, on va créer une valeur et on va faire croire cette valeur, mais ce sur quoi porte la valeur, c'est quelque chose qui porte à la décarbonation de l'économie. Et donc, on peut utiliser les outils capitalistiques comme ça, un petit peu dans tous les domaines. Là, à mon avis, où le bât blesse, c'est que cette logique-là, en quelque sorte, elle prétend être apolitique. Elle prétend fonctionner toute seule. On laisse libre presque on fait agir la main invisible du marché et tout va aller bien, tout va trouver sa place. Or, je pense que ça n'est pas vrai, il y a une contradiction d'emblée. En fait, il faut qu'il y ait le politique qui intervienne pour créer le marché du carbone. Et donc, il faut qu'il y ait une réflexion en amont. Il faut d'abord qu'il y ait la pensée écologiste avant d'utiliser, par exemple, l'outil capitalistique. Et puis, qui est de la répartition alors de la valeur. Alors là, ça fonctionne pas du tout, la main invisible du marché, parce que le capitalisme ne prend pas du tout en compte ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire des biais cognitifs, des biais neuronaux, des prédéterminations humaines qui nous conduisent à de la dominance, de la discrimination, etc., etc. Et donc, le capitalisme ne fait que renforcer ces biais. Il les aggrave de manière dramatique. Et donc, ça a, par exemple, comme conséquence que la logique capitaliste régulièrement débouche sur des guerres. On se bat pour l'accès aux ressources, on se bat pour l'accès aux mines du Donbass. On ne se bat pas seulement à cause des dimensions abstraites, symboliques, je veux dire. Ce n'est pas seulement parce que Kiev est le siège de la première Russe qu'on fait la guerre en Ukraine. On se bat aussi pour les mines du Donbass. Donc là, il y a une dimension capitalistique à la clé, et ça, le capitalisme, à mon avis, a montré qu'il était incapable de le penser. Donc, certains des outils du capitalisme
peuvent être utilisés, mais le capitalisme ne doit pas être l'alpha et l'oméga des sociétés humaines. Et en fait, moi, je me posais une question avec tout ça, si tu veux, c'est qu'on pourrait en gros définir le capitalisme comme trois caractéristiques principales, tu me diras si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, en gros, la première chose, c'est la propriété privée des moyens de production. La deuxième chose, c'est la liberté de concurrence. Et puis la troisième chose, c'est souvent une recherche du profit un petit peu comme valeur suprême, avec l'accumulation du capital, etc., qui va avec. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, on pourrait pas garder les deux premières choses? Est-ce que les deux premières choses sont problématiques en soi? C'est-à-dire que, par exemple, si on remplace cette recherche de l'accumulation du profit, etc., par par exemple l'augmentation du PIB ou ce genre de choses, par des indicateurs beaucoup plus pertinents qui prennent en compte la nature, l'humain, etc., est-ce que garder les deux premières choses, donc la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence, eh ben, ça continuera à poser des problèmes quand même, etc. Ou bien est-ce qu'un capitalisme est dénué de cette notion un peu productiviste, si tant est que ça soit possible, pourrait fonctionner? Ma réponse pour moi, c'est que tant que l'humain reste l'humain que nous connaissons depuis 200 ou 300 000 ans, eh bien, ces seules bases continueront à provoquer des catastrophes. C'est-à-dire que la propriété privée plus la tendance à la dominance a pour effet la tendance à l'accumulation de la propriété privée de moi au détriment de celle des autres. Donc, ça a créé, par exemple, le phénomène des latifundia en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. On a des paysans pauvres d'un côté par milliers, centaines de milliers ou dizaines de milliers, et on a d'immenses propriétaires terriens de l'autre qui sont prêts à payer des milices pour faire tirer comme des lapins sur donc les paysans pauvres qui de temps en temps essaient de protester contre le déséquilibre de la propriété privée. Le système de la propriété privée développé par l'humain tel que nous le connaissons toujours depuis toujours, eh bien, il considère comme normal la transmission de génération en génération et l'accumulation des inégalités. C'est-à-dire que les latifondiaires sud-africains, pardon, sud-américains, il y en a aussi en Afrique du Sud, j'en connais personnellement, mais bon, on peut dire dans le sud d'Amérique, au Brésil, par exemple, parce que c'est là où sans doute les propriétés privées sont les plus importantes en termes de kilomètres carrés. Mais toute proportion gardée, c'était la même chose en Europe du Sud. En partie, c'est vrai aujourd'hui. En Espagne, en Italie du Sud, on a le mot latifundia. C'est un mot qui vient du latin. Il a été créé au départ pour désigner des propriétaires terriens, pas au Brésil, mais en Italie ou en Espagne. Donc, forcément, je veux dire, l'humain étant ce qu'il est, il y a tendance à cette accaparation. La concurrence libre et non faussée, enfin, je rigole. Il n'y a jamais eu de concurrence libre et non faussée. C'est une théorie, une vue de l'esprit, un idéal libéral. Qui est toujours contredit dans la réalité. À la place de ça, on a les économistes de l'autre côté, ceux du camp inverse, parlent d'une constante de la privatisation des bénéfices, alors que on a une collectivisation en gros des frais. Les États interviennent quand ça va mal, les banques centrales interviennent pour sauver les entreprises qui sont too big to fail. Donc, à part quelques rares exceptions, là, depuis la crise de 2008 des subprimes, à part quelques Enron qu'on a laissé couler, eh bien, les Royal Bank of Scotland, les Dacia et compagnie, eh bien, la puissance publique est intervenue de manière massive donc pour leur éviter la faillite, et ça se retrouve aujourd'hui dans l'endettement
national. Ça a d'ailleurs débouché sur la crise de la dette de différents pays européens et ça a débouché sur les 10 ans de crise qu'a traversé, par exemple, la Grèce avant la pandémie. Donc, concurrence libre et non faussée, mon œil, pour rester poli. Donc, voilà, ça c'est comment dire, au contraire, la concurrence n'a jamais été libre et non faussée. La question, c'est à quel moment les puissances publiques interviennent et de quelle manière elles interviennent dans le jeu des marchés. Alors moi, à titre personnel, je fais partie des gens qui disent que les systèmes de marché ont des intérêts, ont des avantages. On a vu ce que ça donnait quand on essayait de faire disparaître les marchés, donc dans les pays qui ont essayé d'appliquer le communisme réel. Donc, je pense qu'en effet, ça n'est pas une bonne idée non plus. Là aussi, l'humain, avec le cerveau qu'il a, avec son besoin d'avoir, à avoir avec un A majuscule, l'avoir, L', avoir, substantivé. Avec son besoin d'avoir, il ne peut pas fonctionner dans un monde communiste. On l'a vu. Il a besoin de son lopin de terre, il a besoin de pouvoir se projeter dans quelque chose qui lui appartient. Et, il a besoin d'ailleurs d'un minimum de possibilités de projection dans les générations futures. Donc, par exemple, faire disparaître toute forme d'héritage, à mon avis, serait également une erreur. Je suis plutôt contre la manière dont sont véhiculés les héritages de nos jours, et depuis longtemps. Je pense que c'est une des manières principales par lesquelles on perpétue les inégalités. Mais par contre, vouloir faire disparaître toute forme d'héritage, à mon avis, avec l'humain tel qu'on le connaît, serait une erreur également. Ça n'est pas supportable en termes d'identité, encore une fois. Donc, pour autant, je pense que tout ça a besoin d'être fortement et très fortement régulé, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il nous faut travailler sur la condition biologique de l'humain qui est là. Ouais, c'est ça que j'allais dire finalement. Donc, toi, tu penses que la solution à tout ça, finalement, c'est de modifier la condition biologique de l'humain. Parce que il y a, enfin, disons, peu importe le système qu'on mettra en place, si bon soit-il, la condition biologique fait d'elle-même que ça crée des dominations, enfin, tout un tas de choses négatives, quoi. Je pense que 5000 ans d'histoire nous ont maintenant largement démontré tout ça. Mmh. On peut dire avec Churchill que la démocratie est le moins pire des systèmes, je le crois assez, mais on en voit les limites. Et si on réfléchit aux raisons de ces limites, je pense que c'est à nouveau à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'elles se situent. Et donc, par exemple, je repense à l'article dont je parlais tout à l'heure, qui donc reprend cette argumentation des transhumanistes qui dit que les humains sont biologiquement plus en phase avec le fonctionnement de leur société. Les auteurs de l'article proposent à nouveau de travailler par le politique, par l'éducation, par la culture, pour arriver à améliorer nos tendances destructrices de l'environnement. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne résoudra pas, à mon avis, les problèmes de fond parce que l'humain restera l'humain. Et en effet, oui, en bon transhumaniste, je considère qu'il faut assumer notre capacité récente à intervenir de manière délibérée jusqu'à notre fonctionnement psychologique. Ça fait peur, c'est difficile, c'est compliqué. Pour l'instant, technologiquement, on le fait un petit peu, mais on le fait de manière grossière. Il ne faut pas oublier qu'on le fait depuis longtemps, mais on le fait très mal. On le fait depuis très longtemps parce qu'on utilise des substances psychotropes depuis la nuit des temps, depuis les chamans, justement, d'il y a 40 000 ans, ils essayaient aussi. On le fait de manière brutale parce qu'on balance des
substances psychotropes qui chamboulent notre état mental, qui nous rendent dépendants de ces substances à l'occasion, où on pratique parfois des inductions électromagnétiques, des électrochocs. On fait mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans avec des électrochocs, mais on bidouille encore. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on connaît encore très, très mal la manière dont fonctionne notre cerveau et notre système neural dans son ensemble. Donc, à mon avis, il faut investir de manière massive et très durable dans les neurosciences pour comprendre de mieux en mieux comment on fonctionne et petit à petit, développer des outils, des outils avec lesquels, je sais pas, on va s'interfacer, ou ça va être des médicaments ou autres qui vont nous permettre de choisir des fonctionnements cérébraux qui seront donc bien plus pertinents en termes d'empathie, en termes de relations sociales, etc. Donc je pense que c'est par là que se trouvent les clés à l'ensemble de nos pires difficultés. Tant qu'on n'ira pas dans ce sens-là, communisme, capitalisme, même échec. Ouais, et je trouve que c'est une dimension quand même, une dimension de la réflexion qui manque beaucoup à tous ceux qui se disent un petit peu anti-système ou en tout cas anti-capitaliste, anti-système actuel, etc. Parce que finalement, je trouve que cette dimension biologique, elle n'est pas vraiment prise en compte. Alors que pourtant, si on regarde dans notre histoire, on se rend compte que même il y a 50 000 ans ou ce genre de choses, enfin, disons, beaucoup plus, enfin, assez loin dans le passé, en tout cas, on détruisait déjà en grande partie la nature. Par exemple, avec ce qui s'est passé avec la mégafaune en Australie ou ce genre de choses. C'est pas que l'humain le coupable, mais disons, en grande partie quand même, alors que il n'y avait pas vraiment le capitalisme qui était déjà né. Donc, à quelque part, c'est dans la biologie même de l'humain finalement qu'il y aurait peut-être quelque chose à trouver. Donc au-delà de changer le système, oui c'est nécessaire, mais est-ce qu'il faudrait pas changer l'humain aussi? Et est-ce qu'un changement du système seul pourrait réellement suffire à régler ces problèmes? Bah finalement c'est pas sûr quoi. À mon avis, il est quasiment certain, je ne suis pas devin, donc bon, on peut sans doute, il faut espérer qu'on puisse continuer à améliorer les choses de manière globale par la culture au sens large, mais mon analyse à moi est que, en effet, ça n'est pas suffisant. J'ai presque envie de reprendre ce vieux schéma de la tradition grecque qui consiste à dire que l'humain est pris dans un cycle révolutionnaire au sens le plus pessimiste du terme et au sens le plus donc antique du terme. Pas oublier que la révolution au départ, c'est pas seulement changer de forme de pouvoir par la force. La révolution, c'est ce que fait une roue sur elle-même, c'est-à-dire que de manière perpétuelle, elle revient là où elle en était. On ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'elle a commencé également, exactement. Mais le principe des révolutions, c'est une succession continuelle de régimes politiques allant donc par exemple, de la tyrannie à la monarchie, parce que quelqu'un prend le pouvoir de manière illégitime au départ, c'est ça la tyrannie, puis il installe sa famille et de manière héréditaire, donc ça devient une monarchie, puis cette monarchie, elle finit par être remise en cause, éventuellement elle peut se transformer en oligarchie, puis au bout d'un moment, ça finit par mal tourner, la population se révolte contre l'accaparation du pouvoir, on bascule dans une forme d'anarchie, et puis de cette anarchie finit par émerger une personnalité. Alors, il y a la démocratie dans l'entretemps, mais en général, la démocratie finit par basculer, d'après ce schéma platonicien, vers donc l'anarchie. De l'anarchie va ressurgir donc une personnalité qui va prendre le pouvoir et qui va revenir à une tyrannie. Et hop, on est reparti pour un tour. Donc, ce schéma qui était considéré finalement comme
faisant partie de la sagesse humaine, c'est-à-dire quand tant que l'humain n'arrivait pas à fonctionner autrement, eh bien, tant que l'humain reste humain, je crains qu'on en reste prisonnier. Alors, est-ce qu'on se dit que ben, c'est bien comme ça, c'est notre destin, c'est la volonté des dieux, que sais-je, et donc, c'est pas grave, il suffit que la roue continue à tourner. Je crains que là où nous en sommes arrivés, il va le mieux essayer de sortir de ce cercle. Et puis du coup, tu parlais aussi dans ce que tu racontais par rapport au capitalisme, tu parlais beaucoup de décroissance. Est-ce que toi, par exemple, tu te définirais comme décroissantiste? Alors malheureusement, je ne le suis essentiellement que théoriquement, c'est-à-dire que je suis pris dans une société qui me rend difficile d'être davantage décroissant que ce que je le souhaiterais. Disons que le principal acte de décroissantisme que j'ai réellement effectué, il a consisté à arrêter de vivre dans l'agglomération parisienne et à venir habiter dans une périphérie, on dit en géographie, on dit rurbaine, donc, il se trouve donc dans une petite île et dans un pays qui n'a pas le PNB de la France, mais donc il se trouve en Grèce. Et puis, par la même occasion, ça fait 15 ans que j'ai abandonné mon salaire. Donc, j'ai diminué de cette manière-là mon niveau de vie de manière assez importante et mon niveau de consommation également de manière assez importante. Mais je triche un petit peu parce que pour moi, donc ce transfert, ce changement de niveau de vie, ça ne s'est pas du tout traduit, comment dire, ça n'a pas été l'occasion d'un serrage de ceinture ou d'un gros coup de poignard. Je ne me suis pas sacrifié. Pour moi, ça s'est traduit plutôt par une amélioration de qualité de vie de manière, voilà, je considère tout à fait importante. Et alors, donc, je peux dire, j'ai diminué quantité de choses. Donc, j'ai diminué mon salaire, j'ai diminué mes consommations, j'ai diminué mes déplacements. Donc, voilà, je consomme moins de pétrole, etc. Mais tout ça pour arriver à une amélioration de quantité de facteurs, quoi. C'est pour dire, là, voilà, comment dire, si je me vis de manière transhumaniste à travers tout ça, c'est pas dans de l'augmentation, c'est dans de la diminution de pétrole. Mais il s'avère que pour des raisons familiales, c'était possible. Et je sais bien que ça n'est pas possible, ça n'est pas facile pour tout le monde de s'extirper. La petite révolution que des millions ou des centaines de milliers de Parisiens notamment ont faite à travers le Covid ces 2 années passées, moi je l'ai faite il y a 15 ans. D'ailleurs, ça me faisait rigoler en voyant que tout le monde découvrait le télétravail, parce que moi je me suis mis au télétravail il y a 15 ans. Voilà. Donc, oui, c'est sans doute l'acte le plus décroissantiste que j'ai effectué dans ma vie. Mais je dois dire que la motivation de départ n'était pas celle du décroissantisme. C'est juste que l'un a accompagné l'autre. Voilà. Ensuite, il y a d'autres gestes que je pourrais faire. Je ne me suis pas mis à cultiver des légumes dans mon jardin comme mon beau-père le faisait. Le jardin est toujours là, il y a toujours des plants, il y a des épinards qui poussent au fond du jardin. Donc, on pourrait s'y mettre quand on veut, on peut le prendre. Mais après, il y a d'autres choses. Par exemple, oui, on a investi, mais ce n'était pas original en Grèce. Hein. Comme tout le monde, on a un chauffage solaire. Chauffage, je veux dire, l'eau chaude est largement solaire, mais c'est banal en Grèce. J'ai pas eu à faire une révolution décroissantiste pour ça. Et après, on y réfléchit. Il y a d'autres aspects pour lesquels ça nous est arrivé à investir de cette sorte. On a fait isoler notre terrasse. C'est une manière de faire un petit peu de décroissantisme. On consomme moins de pétrole juste en travaillant sur les matériaux. Bon, voilà. Mais bon, à mon goût, on pourrait faire plus. Il y a encore de la marge. Et puis disons, au-delà de ton exemple personnel,
je pense que beaucoup de gens, en fait, voient une contradiction entre le fait de se dire on va continuer à améliorer les techniques, les technologies, les sciences, etc. Et puis on va diminuer notre consommation d'énergie et de matières premières, par exemple. Toi, c'est des choses qui te semblent quand même compatibles, du coup? Parfois oui, parfois non. Ça dépend des technologies qui sont développées. Il y a des technologies qui sont très, très gourmandes en énergie et en matières premières, et il y en a qui ne le sont pas. Alors, il faut trouver les meilleurs équilibres. Je ne suis pas spécialiste, comment dire, de tout ça, notamment. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles misent les transhumanistes qui, au moins à court ou moyen terme, peuvent être problématiques en termes d'énergie et encore plus en termes de matières premières. Par exemple, les transhumanistes misent beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle pour, par exemple, faire des progrès dans la connaissance du processus de vieillissement ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les progrès des neurosciences. Pour ça, pour développer l'intelligence artificielle, il faut une certaine quantité de matières premières, il faut une certaine quantité d'énergie. Cela dit, ce n'est pas la même chose de consommer ces matières premières, cette énergie, pour permettre de faire des progrès scientifiques dans les labos et de développer la consommation de cette énergie et de ces matières premières pour développer l'Internet, le smartphone dans toutes les poches, voire aujourd'hui ou demain le métavers, et faire en sorte que des millions et des millions de personnes puissent de plus en plus s'échanger des commentaires par Twitter et compagnie interposés sur le dernier match de foot ou donc puissent développer des accès considérables à différentes formes de divertissement. Qu'est-ce qu'on en fait de l'intelligence artificielle? Il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont complètement liés à la logique capitalistique dont nous parlions précédemment. Donc, voilà, on va l'utiliser pour du divertissement et c'est très, 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 très largement, majoritairement ce qui se passe. Quelle est la part de la pornographie, par exemple, dans l'Internet, donc l'usage de toute cette énergie, toutes ces matières premières, de ces ordinateurs, de ces microprocesseurs, de ces terres rares, etc. Qu'est-ce qu'on en fait au final? Les priorités sont fixées par quoi? Si on laisse la main invisible du marché, donc que les marchés soient gérés, dirigés par les désirs de chacun, eh bien, on en arrive en effet à des surconsommations d'énergie et de matières premières à partir de ces nouvelles technologies. Si les priorités sont orientées bien davantage par des objectifs comme ceux que je considère comme être les objectifs du transhumanisme. Et donc, on commence par exemple par les neurosciences et la compréhension des processus du vieillissement. Eh bien, alors, la quantité d'énergie et de matières premières et donc de ressources pour arriver à faire des bons considérables dans la compréhension de tout ça, à mon avis, ça devient beaucoup, beaucoup mieux gérable en termes environnementalistes. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction absolue. Ou je peux le dire autrement, quand on cherche à développer un nouveau médicament, au départ, ça coûte des milliards aujourd'hui. D'ailleurs, il est problématique que capitalistiquement, on se rend compte que ça coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire en termes de valeur, c'est de plus en plus compliqué de développer des nouveaux médicaments pour des raisons essentiellement capitalistiques et pas pour des raisons techniques. Enfin, il y a aussi des problèmes techniques, mais il y a des problèmes purement financiers et capitalistiques qui se rajoutent au renchérissement de la mise au point des médicaments. Donc, dans un premier temps, ça coûte très cher. Et dans un deuxième temps, une fois que le médicament est réalisé, des médicaments, en termes de quantité de matières premières, c'est très faible. Et on a des exemples précis. Alors, ça dépend des médicaments, là aussi, ça dépend de ce qu'on met en place. Pour développer des prothèses biomécatroniques, c'est plus compliqué. Mais voilà, un des exemples les plus
fréquent que mettent en avant les transhumanistes, c'est la metformine, petite molécule très facile à fabriquer et qui coûte 3 fois rien, qui en plus de ça est développée depuis tellement de temps qu'il n'y a plus de brevets qui tiennent dessus. Et qui sait, on espère que dans les années à venir, les tests cliniques vont être faits pour vérifier, mais donc qui pourrait permettre de gagner un nombre d'années non négligeable en bonne santé. Et donc voilà, avoir des effets très, très réels, très concrets. Ça ne doit pas coûter des cents et des mille de permettre à tout le monde d'accéder à sa dose de metformine. Et tu vois, de manière plus générale, dans les discours des croissantistes ou ce genre de choses, enfin, plutôt à l'inverse, justement, en fait, dans les discours libéraux ou comme ça, il y a ce discours du développement durable, qui consiste un peu à dire que pour résoudre les problèmes, il faut de la croissance, parce que c'est les surplus de la croissance qui vont permettre d'investir dans les technologies, et que c'est la technologie qui va ensuite résoudre les grands problèmes du monde. Et à quelque part, souvent, c'est utilisé en fait comme une façon, en tout cas c'est mon ressenti, une façon de pas remettre en question les problèmes de notre société en se disant qu'il y a la technologie qui va tout sauver. Et à quelque part, à l'inverse de ça, il y a beaucoup de personnes, justement plutôt décroissantistes ou comme ça, qui répètent en permanence que le plus grand leurre de notre époque, c'est de croire que les problèmes environnementaux et sociaux actuels auront des solutions techniques. Et du coup, ça pose un peu la question ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme vs anti-technologie. Et finalement, ça pose une question qui moi, qui me paraît fondamentale et où j'ai de la peine, en fait, à me faire une avis là-dessus. C'est du coup, quelle place aura la technologie pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux? À mon avis, les deux tendances, évidemment, qui se présentaient comme ça, sont des tendances un peu caricaturales, parce qu'on pointe les extrêmes, hein, mais voilà, comme tout extrême, les deux ont partiellement et partiellement raison, et donc les solutions se trouvent quelque part entre les deux. Donc, il y a certains problèmes pour lesquels c'est complètement la technologie qui est en cause dès le départ. Et donc, la solution, parfois, peut se trouver dans l'absence, le retrait complet même de la technologie. Je ne sais pas, je prenais tout à l'heure l'exemple des camions qui traversent dans un sens et dans l'autre les Alpes pour amener des poulets chez les Français et les Italiens. Dans un cas comme celui-ci, la technologie qui est le camion, plus l'autoroute et la station d'essence qui va avec, et bien en quantité, là, dans du quantitatif, on supprime le quantitatif et on améliore la situation. Et donc, on va à l'encontre de la logique libérale, on va complètement à l'encontre de la logique libérale dans ce cas-là, et on améliore la situation. Et pour aller à l'encontre de la logique libérale dans cet endroit-là, ça passe sans doute par la régulation. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes qui vont faire que les producteurs italiens vont avoir moins intérêt à aller vendre en France leur production et vice-versa, les producteurs français auront moins intérêt à aller donc vendre leur production en Italie. Chacun va davantage vendre chez soi. Je dis davantage, tu vois, je prends des précautions. Il se peut, je ne sais pas moi, dans certaines circonstances particulières, pour des raisons précises, une partie de la production, ce soit plus pertinent que tel poulet français soit vendu en Italie et vice-versa. Peut-être, pour si j'en sais rien moi, certains types de poulets, je ne sais pas quoi. Bon, mais de manière globale, sans doute qu'il vaut mieux réduire ici l'usage de la technique camion et tout ce qui va avec. Donc, et la solution n'est pas technique, parce qu'il y a déjà des solutions techniques qui ont été proposées. Hein. Par exemple, on a dit, il faut faire comment ça s'appelle déjà, il faut utiliser cargo. On embarque les camions à Toulon, on les fait débarquer à Civitavecchia et ça se produit, ça se fait d'ailleurs en partie. Et comme ça, il y a moins de camions sur les routes, il y a moins d'essence de dépenser, il y a moins d'accidents de la route et les poulets français peuvent arriver en Italie et les poulets italiens arriver en France.
Ça, à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Parce que de manière. Alors, on va exporter encore plus de camions. Et le résultat, en général, il va y avoir encore plus de. Parce que ça produit. En fait, la logique capitalistique, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que la quantité, la valeur augmente. Et au final, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est le fameux effet rebond. C'est-à-dire que quelques années plus tard, on va avoir de plus en plus toujours autant de camions, voire autant de camions, voire plus de camions si on a élargi les autoroutes. Parce qu'on va dire, il y a des accidents, mais c'est pas grave, on va mettre 3 voies ou 4 voies au lieu de 2 voies, il y aura moins d'accidents. Et quelques années après, dans la logique d'augmentation de la valeur, on fait rouler 2 fois plus de camions dans les deux sens, plus des bateaux qui vont aussi doubler la voie routière. Et parce que tout ça est très bien, parce qu'il y a plus de valeur de produite, strictement. Bon, donc la solution ici, elle passe à mon avis par un peu de bon sens, pas du libéralisme pur, une intervention politique écologiste qui intervient et qui dit mais non, on va. L'objet, c'est quoi? Au départ, on a un besoin qui est de faire manger des gens. Et pour que le besoin soit accompli, il y a besoin d'un certain niveau de marché qu'on obtient en régulant à tel niveau, telle quantité du produit poulet qui est vendu de part et d'autre. Et on fait en sorte que les biens nécessaires soient plutôt le plus proche possible, la production soit plus proche de la consommation. Et là, on tient compte de toutes les externalités écologistes et on arrive au meilleur équilibre. Donc, voilà. Je reprends cet exemple-là, mais je pense qu'il est globalement applicable à tous les domaines. On ne doit pas prendre en compte que les facteurs financiers pour arriver à trouver les meilleures solutions. D'autant plus que dans les processus économiques, il y a bien d'autres facteurs que les facteurs simplement financiers et même écologistes. Il y a des facteurs sociaux qui rentrent, il y a des facteurs culturels qui rentrent en ligne de compte et qui sont externalisés par la pure logique économiste. Donc, voilà, tout un ensemble de raisons qui font que, pour moi, les éléments que tu rappelais et qui opposaient radicalement une logique économiste d'un côté à une logique écologiste de l'autre, eh bien, ils ne fonctionnent complètement dans aucun des deux cas. Et au contraire, il faut que ces deux logiques dialogue. Et encore une fois, il faut même rajouter d'autres logiques par-dessus ça pour arriver à trouver de meilleures solutions. Et donc là, tu as donné un super exemple du coup de pourquoi le technosolutionnisme à tout prix, sans prise en compte du système derrière, des individus, etc., n'a pas tellement de sens. Est-ce que tu pourrais faire la même chose, mais dans l'autre sens? C'est-à-dire, quel exemple tu pourrais donner à quelqu'un qui est décroissant et qui te dit mais non, mais la technique de toute façon c'est mauvais, il faut surtout pas parler du fait que certains problèmes puissent être résolus par la technique parce que ça risque de dévier les gens de l'objectif principal qu'est le changement de système derrière, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit ça? D'abord, je pense que tout décroissantiste sérieux, je l'ai lu plusieurs fois, en fait, n'envisage pas du tout de renoncer à toute technique. N'importe quel décroissantisme sérieux dit « mais attends, on nous caricature en nous disant qu'on va nous ramener au fond de la caverne ». Et ils ont raison de protester contre cette caricature-là. En réalité, les décroissantistes, à mon avis, ne proposent pas de renoncer à toute technologie. Donc, ils demandent de remettre la technologie à peu près à leur place. Et c'est pour ça que je pense que moi, dans mon discours, je dois pouvoir m'entendre assez bien avec des décroissantistes. Si on va au fond des choses et qu'on laisse tomber les mots, les anathèmes, etc. Et qu'on parle vraiment du fond des problèmes. Donc, il y a tout un ensemble de techniques pour lesquelles les décroissantistes reconnaissent que ce sont des techniques pertinentes. Quand on propose de retourner à des modes de production agricoles qui soient plus proches des équilibres de la nature, au sens de ce qui fonctionne par la manière dont ça naît, que ce soit des animaux ou des plantes, ça ne fait pas du tout disparaître toute technique. Il n'est pas question de renoncer à l'irrigation, que je sache, chez les décroissantistes. Si,
si on doit renoncer à toute forme d'irrigation, l'irrigation a été inventée avec, je veux dire, au néolithique, alors, en effet, on retourne à la caverne. Mais l'irrigation consiste simplement à réguler le régime hydraulique d'une région donnée. Il tombe toujours autant d'eau, on ne touche pas directement, pas beaucoup au climat. Bon, il faut vraiment pratiquer de l'irrigation à des échelles très, 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 très vastes pour que ça commence à avoir une influence sur le climat. Hein. Quand on constitue de très, très vastes réserves d'eau, là, par exemple, on peut avoir des impacts sur le climat. Mais dans des usages locaux de l'irrigation, des pratiques d'irrigation, bon, alors on s'est mis à les pratiquer doucement au néolithique et on les a pratiqués de manière artisanale jusqu'en gros au XVIIIe siècle, hein, avant que ça devienne industriel. Et c'était voilà, tout à fait raisonnable, je pense, en termes d'impact environnementaux. Donc, on peut envisager de retourner vers ce type de pratique et garder des équilibres alimentaires raisonnables. Pour ajouter quelque chose qui me paraît tout à fait important et par lequel les transhumanistes, à mon avis, peuvent dialoguer avec les décroissantistes, c'est la question de l'importance numérique de l'humain sur la planète. Parce que un des contre-arguments des économistes, en gros, donc critiquant les décroissantistes, c'est de dire « Ah oui, mais alors, si vous voulez nous faire retourner à la charrue », entre parenthèses, pas plus tard que hier soir, je regardais un documentaire tout à fait intéressant qui montrait que dans le Bordelais, il y a de plus en plus, enfin un certain nombre, je ne sais pas encore pas beaucoup, mais il y a un certain nombre, en augmentation en tout cas, de propriétés viticoles sur lesquelles on est en train d'abandonner un certain nombre de tracteurs pour revenir à l'utilisation des chevaux de trait. Et mais c'est le retour à la caverne. Non, ce n'est pas le retour à la caverne. Il y a tout un ensemble de frais et de problèmes intrinsèques liés à l'utilisation du tracteur. Le tracteur permet d'aller plus vite, mais le tracteur, par exemple, tasse les terres, écrase les sols. Et ça, c'est pas bon pour la respiration des sols. Donc, c'est pas bon pour la vigne, pour la qualité de la vigne. Le tracteur va plus vite, mais il fait un travail plus grossier. Il est plus destructeur des plants de vigne. Avec le cheval, il a son intelligence. On n'a jamais cherché d'ailleurs à développer des tracteurs dotés d'intelligence artificielle qui permettent de repérer avec des capteurs, des caméras, etc., où est exactement le plan de vigne. Le cheval, il fait attention à là où il pose ses sabots. Et donc, il protège davantage le plan de vigne. Il y a des viticulteurs qui sont en train de redécouvrir tout ça et de calculer que du point de vue de leur rentabilité économique, la réintroduction progressive, pas tout du jour au lendemain, on ne va pas faire disparaître du jour au lendemain tous les tracteurs pour mettre des chevaux, hein, mais on se rend compte qu'on peut retrouver d'autres équilibres et qu'on peut redévelopper donc des structures économiques rentables, donc en revenant ici vers des techniques. C'est pas zéro technique, hein, on continue à avoir des niveaux de technique. On a des charrues, pas des arrières, on a des charrues et les chevaux, ils sont harnachés avec des systèmes techniques. Et puis, il y a des apprentissages différents. Il faut apprendre à conduire un cheval au lieu de conduire un tracteur. Donc, tout ça est tout à fait envisageable. En termes de productivité agricole, on trouve d'autres niveaux de productivité. Et face à ça, donc l'argument aussi, c'est de dire « Ah oui, mais alors ça, on va de nouveau vers des états de faim dans le monde parce qu'on ne va pas réussir à nourrir 8 milliards d'habitants. » Les transhumanistes répondent à ce type d'argument en disant deux choses. Première chose, les problèmes de surpopulation mondiale, en fait, sont actuels et derrière nous. Aujourd'hui, ce que les démographes constatent partout dans le monde, c'est qu'on est en train de basculer vers un régime
de décroissance démographique. Déjà, ce n'est pas seulement le Japon et l'Allemagne qui sont en train qui le connaissent, ça, le Japon et l'Allemagne le connaissent depuis déjà plusieurs décennies. Tous les pays du sud de l'Europe sont embringués dans cette même logique, mais même les pays du Maghreb commencent à sentir le problème. Et de manière globale, de toute manière, l'évolution des taux de fécondité, donc du nombre d'enfants par femme, est à la baisse de partout. Ils sont ralentis dans des régions où, pour des questions de guerre ou d'épidémie, eh bien, le développement économique n'est pas encore au rendez-vous, essentiellement en Afrique subsaharienne, mais alors que la Chine et même en Inde, donc c'était considéré comme les zones de catastrophe de population à venir, eh bien, la Chine est rentrée dans maintenant une phase de décroissance de sa population. Les chiffres sont tombés là il y a quelques semaines à peine, qui confirment que la Chine commence à perdre de la population. Donc, à terme, rien que par l'évolution logique, transhumanisme ou pas transhumanisme, quoi, on va vers plutôt une diminution de la population mondiale. Et si en plus de ça, on rajoute la logique transhumaniste sur le marché, eh bien, on constate que l'augmentation, pour le coup, de la durée de vie, et notamment de la durée de vie en bonne santé, elle a des effets culturels qui poussent encore davantage à une baisse du nombre d'enfants par famille. Et donc, ces différents facteurs-là, ils contribuent les uns aux autres. La logique longévitiste, elle est une solution au problème des néo-malthusiens, et pas au contraire un problème supplémentaire. Elle contribue à la solution. Donc, je pense que, encore une fois, les uns et les autres ont intérêt à dialoguer et à voir comment, donc, une partie des techniques qui permettraient d'améliorer la durée de vie en bonne santé permettrait une décroissance de la consommation, une décroissance du nombre de la population mondiale. Donc voilà, pour moi, ces choses-là doivent converger et on doit utiliser à la fois l'un, à la fois l'autre, au lieu de penser qu'on a toute la vérité dans un camp ou dans l'autre et de se lancer des anathèmes. Et puis, étant donné que aujourd'hui, on voit que finalement, ce changement de système qui pourrait être souhaitable n'a pas vraiment lieu. On continue dans un capitalisme assez puissant, même presque de plus en plus puissant, qui au bout d'un moment n'est plus durable, quoi. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça à travers le prisme de la collapsologie, donc l'étude des effondrements ou ce genre de choses, l'effondrement des civilisations. Est-ce que toi, c'est un scénario qui te semble probable? Non, pour y répondre rapidement à la question, j'ai tendance à penser que les sociétés humaines sont bien plus résilientes que ça, que les systèmes vivants sont bien plus résistants que ça. J'ai tendance à penser, alors là, pour ça, je dois dire que, OK, personne n'a de statistiques pour être sûr de quoi que ce soit. Donc, qu'il y ait ici ou là certains aspects qui ressemblent à des effondrements, ça n'est pas complètement impossible. C'est arrivé, et donc ça pourra arriver encore. Mais en même temps, de manière globale, quand il y a effondrement d'un côté, je pense qu'on peut voir émerger d'autres solutions d'autres côtés. Je pense que pour l'instant, un grand nombre des gens sur la planète, et bon, notamment dans les sociétés occidentales quand même, sont, je ne sais pas quel est le bon mot, mais éberlués, quoi, ébahis, et ont le sentiment d'aller vers la catastrophe, en bonne partie parce que la prise de conscience est très récente. On a basculé très, très rapidement, à une échelle historique, très, très rapidement, entre le sentiment d'une possibilité d'une consommation infinie, les 30 Glorieuses, ça n'a qu'une cinquantaine d'années, à
la prise de conscience que ça allait pas si bien que ça, qu'on avait atteint les limites et que donc on était en train de provoquer des catastrophes insurmontables. Cette prise de conscience, elle s'est faite en moins de 50 ans. C'est très, très, très court à l'échelle des mentalités. C'est moins d'une vie humaine. Donc, ce sont les mêmes personnes qui, grosso modo, voilà, ma génération à moi, quelque part, hein, moi, je suis la fin, la queue du baby boom. Je suis né en 66. Donc, j'ai grandi dans une société dans laquelle encore on avait l'impression que tout allait bien quand j'étais enfant, donc qu'on pouvait faire du toujours plus, il n'y avait aucun problème. Et donc, les problèmes qu'on se posait, on était encore dans le rêve de la révolution marxiste. En l'espace d'une quarantaine d'années, renversement total. Par exemple, donc moi, quand j'étais enfant, le mot progrès était encore une valeur qui était porteuse de sentiment d'espoir extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais bientôt avoir 60 ans, et je constate qu'autour de moi, pour un bon nombre de personnes, le mot progrès est devenu négatif. Aujourd'hui, par exemple, le progrès nous amène à la catastrophe. Tout ça en moins d'une vie. Donc, je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point la vitesse de ce changement est perturbante. Or, je pense que les sociétés humaines, même si on a l'impression que au jour le jour, on avance très lentement, on dit « Ah, la COP 21, c'était déjà il y a combien enfin, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés, et donc la catastrophe va avoir lieu. » Mais en même temps, on ne se rend pas compte à quel point ça fait peu de temps qu'on a commencé à se préoccuper de toutes ces questions, à quel point il y a peu de personnes encore sur la planète qui ont fait de la prise de conscience et qui sont encore dans la transition au niveau des mentalités, qui sont encore à avaler. C'est difficile d'avaler l'idée qu'il faut se serrer la ceinture et qu'on va peut-être bien devoir aller vers de la décroissance. Donc, moi, ça ne m'étonne pas tellement que, pour l'instant, on y aille aussi lentement que ça. Mais en échange, je pense que dans les évolutions sociétales de ce genre, il faut attendre, et ça, enfin, c'est des études de sociologie que j'ai lues il y a 40 ans qui m'avaient fait réfléchir à ça. Il faut attendre que les majorités aient atteint des niveaux de l'ordre à peu près 80% pour qu'en termes d'action politique, ça se traduise vraiment dans les faits. Quand il y a 20% de la population qui a pris conscience d'un phénomène, au niveau sociologique, ces 20% se retrouvent complètement relégués, ils sont complètement marginaux. C'est l'image des écolos, des babacools dans les années 70-80. Personne ne les prend au sérieux. Quand la conscientisation politique commence à atteindre les 40-50%, en politique, on voit émerger les premiers partis. On se retrouve dans les années 80-90, où politiquement, les premiers partis émergent, mais ils font 5% au niveau électoral. Il faut attendre qu'on soit là aujourd'hui, avec 95% de la population qui ait pris conscience des enjeux écologistes, pour que, alors c'est rigolo d'ailleurs, hein, au niveau électoral, ça se traduit par rien. Ils ont paru, malheureusement, ils ont fait 5%, mais c'est tellement prégnant dans l'ensemble de la société que tous les partis politiques ont des éléments de programmes écologistes dans leur programme, et il y a des actions, partout, quel que soit le parti politique qui arrive au pouvoir, il y a un ministère de l'environnement, quoi. Et il y a des actions environnementales. Et il faut encore que ça dure pendant un certain nombre d'années pour que la problématique écologiste, qu'elle soit présente dans tous les ministères. C'est-à-dire que même au ministère de la Défense, on fait de l'écologie, même au ministère de l'Éducation nationale, on fait de l'écologie, etc. Et alors là, on commence vraiment à voir bouger les choses. Mais ensuite, avant que ce soit vraiment efficace, il faut encore un certain nombre de dizaines d'années, quoi. Voilà, enfin, ça me fait dire aussi qu'il n'est pas
impossible que les actions écologistes accélèrent de manière assez brutale dans les décennies à venir. Pour ce que je viens de dire, à cause de l'évolution des mentalités, à cause de l'arrivée à maturité d'un certain nombre de technologies, à cause du fait qu'on se retrouve au pied du mur et que l'intérêt économique soit tel que l'ancien système ne fonctionne plus, alors impérativement, on passe par des pratiques écologistes. Et tout ça peut se faire assez vite. Alors, dans l'entretemps, il y a des catastrophes. Dans l'entretemps, les températures continuent à grimper. Dans l'entretemps, la pollution continue à augmenter, etc. Mais de là à dire que l'espèce humaine va disparaître parce que donc la prise en compte de tout ça va arriver trop tard, je pense que c'est lié à d'autres processus psychologiques. C'est-à-dire que le catastrophisme, c'est confortable. C'est une dimension millénariste. C'est-à-dire que ça permet de se dire, moi, nous et mes amis, nous avons raison. Et voilà, enfin, on voit de nouveau quantité de mouvements de gens qui ont autant raison que ce que les révolutionnaires trotskistes ou maoïstes avaient raison dans les années 60. Mais en fait, je pense que la plupart des collapsologues seraient assez d'accord avec ce que tu dis. Parce que, en fait, on a un imaginaire collectif, un peu de l'effondrement, qui est un choc brutal, où on va tous finir un Mad Max, ou bien l'humanité va disparaître. Mais en réalité, quand on lit les écrits des collapsologues, c'est pas vraiment ce qu'ils disent. Eux, ils parlent un petit peu de ce dont tu as parlé toi. C'est-à-dire Ouais. Et puis, il y a les militants de la collapsologie qui, eux, vont faire un stage de survivalisme parce que le zeitgeist, l'environnement, je veux dire, le contexte social les a convaincus que ça allait seulement être la catastrophe. Mais oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que, moi, je préfère les appeler les décroissantistes plutôt que de dire parce que le collapsologue sérieux, c'est celui qui est quand même convaincu que ça va collapser l'effondrement, que l'effondrement est inévitable. Alors, moi, pas forcément inévitable, hein. Par exemple, je pense à des gens comme Pablo Servigne ou comme ça qui disent justement que il est temps de changer, qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour que ça n'arrive pas. Mais simplement, ils étudient, il y a quelque part l'effondrement pour que ça soit pris en compte, que ça soit une possibilité, quoi, qui est importante à prendre en compte pour mieux s'y préparer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est inéluctable, mais je pense pas que c'est les plus grands noms de la collapsologie, honnêtement. Mais tout dépend donc comment on interprète, encore une question de mots, le terme collapsologue, parce que collapsologue peut vouloir dire soit celui qui parle de l'effondrement, soit celui qui étudie l'effondrement. Alors, si les collapsologues sont ceux qui étudient le processus de l'effondrement de façon à l'éviter, alors vive les collapsologues. Si le collapsologue ou les collapsologues sont ceux qui parlent de la collapsologie, notamment de l'effondrement, essentiellement pour l'annoncer comme quelque chose d'inévitable, alors à bas les collapsologues. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe avec les transhumanistes ou les singularitaristes ou ce genre de choses, finalement. C'est souvent, on a un imaginaire populaire de par les films ou de par ce genre de choses, mais finalement, les personnes qui réfléchissent vraiment à ça, qui étudient ces choses, que ce soit l'effondrement d'un côté ou bien, par exemple, le transhumanisme de l'autre, eh ben, ils disent pas du tout ça. Ou bien, par exemple, on le voit aussi avec des singularitariens qui sont convaincus que c'est inévitable qu'on va atteindre la singularité, puis il y en a d'autres qui étudient en fait ça pour mieux s'y préparer, pour si un jour ça arrive, que ça soit plutôt dans un bon sens que dans un mauvais, etc. Et je pense que chez les collapsologues, finalement, c'est un peu la même chose, quoi.
Je suis d'accord, c'est l'effet de la loupe médiatique qui grossit, déforme, simplifie, donc réduit la complexité de ce dont on parle et ce qu'étudient les gens qui travaillent de manière approfondie, et qui fait que ensuite les commentateurs de la sphère médiatique, et puis malheureusement une bonne partie du public qui enfin, voilà, écoute ce qu'en disent les commentateurs ou les journalistes, et bien ont l'impression que les choses sont blanches ou noires comme ça, de manière radicale. Et alors là, il y a tout un gros travail et puis une grosse responsabilité aussi qui se retrouve dans les mains des médiateurs, comme par exemple la chaîne YouTube Le Futurologue. Magnifique. Et bon, du coup, ça fait un sacré moment qu'on parle, c'était vraiment super intéressant. Je te propose qu'on passe aux questions de fin. Ça te joue? Oui. Ouais. Alors, effet. du coup, la première question de fin, c'est de manière générale, est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. Question suivante. Ok. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais Et pas de quoi l'avenir si sera tu devais fait. mettre une probabilité? Je pense que l'humanité ne va pas disparaître comme cela. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Je ne sais pas si c'est la voie hyper capitalistique qui va l'emporter, ou si les transhumanistes technoprogressistes, par exemple, vont réussir à imposer leur vue. Donc non, ça, je ne sais vraiment pas. Crainte et espoir, les deux vont en même temps. Moi, à partir de cette question, la seule chose que je conclus, c'est qu'il faut s'engager dans un combat politique pour éviter les dérives donc hyper capitalistiques, les plus ségrégationnistes, et au contraire aller vers des voies qui permettent davantage d'harmonie, de bonheur pour tous. Mmh. Et du coup, on a pas mal parlé d'anticapitalisme, etc. La deuxième question de fin, c'est quelle est ton utopie? Parce que c'est bien beau d'être anticapitaliste, mais du coup, on est pourquoi quelque part? C'est quoi le système qu'on veut voir? Donc, quelle est ton utopie à toi? Bon, enfin, je pense que je l'ai dit peut-être en creux à travers tous nos échanges. Mais voilà, personnellement, si j'essaie de me projeter, je pense que ce qui est souhaitable, c'est une humanité dans laquelle on arrive à moduler davantage nos tendances à la dominance, notre tendance un peu atavique à la xénophobie, à l'avoir, dans lequel on arrive à contrôler chacun individuellement, tout ça, dans lequel on a des outils pour donc moduler tout ça, et où donc le fait d'avoir la possibilité de moduler nous fait nous rendre compte que on a tendance, on a intérêt, je veux dire, à vivre davantage en harmonie les uns avec les autres, donc à pas imposer de trop notre dominance sur les voisins. On a intérêt à un certain degré d'empathie permanent, parce qu'on se rend compte, alors il faut faire attention avec l'empathie, trop d'empathie peut déboucher sur des phénomènes collectifs de véritables délire collectif, parfois, pas assez d'empathie, eh bien, voilà, nous fait nous comporter de manière qui peut aller jusqu'à des comportements à peu près inhumains. Donc, il faudrait arriver à moduler nos degrés d'empathie de manière à trouver les meilleurs équilibres. Arriver donc à s'entendre sur ce qui est le plus important du point de vue des valeurs humaines. Alors là, comment dire, je pourrais m'amuser à égrener ce que je considère comme les valeurs humaines les plus importantes. Ça peut aller dans des tas de différentes directions. Ça peut être la fraternité, ça peut être la créativité, ça peut être l'inventivité, la curiosité, enfin bon, ça peut être des tas et des tas de choses. Mais ce qu'on a dit plutôt, c'est que tout cela, ça ne se résume pas à de la forme, ça n'empêche pas des quantités de choix très, très divers. Et donc, en même temps, eh bien, c'est
compatibles avec des degrés de liberté très, très importantes. Donc voilà, cette utopie, puisque c'est une espèce d'utopie que tu m'amènes à essayer de décrire, elle essaierait sans doute de rester assez vague et surtout de parler de valeurs. Et à partir du moment où on est d'accord sur ces valeurs de base, et alors tout le reste devrait être possible. Donc voilà, je ne m'avancerai pas bien davantage. Hein. Je pense qu'il faut discuter, il faut qu'on ait de vastes discussions sur les valeurs. Et à partir de là, on doit pouvoir continuer à vivre ensemble de manière heureuse et harmonieuse. Magnifique. Et du coup, dernière question de fin. Si tu étais sur une scène avec un podium, quoi, l'humanité entière face à toi, et tu as 1-2 minutes pour leur faire un discours, pour leur faire passer le message que tu veux. Quel message tu aimerais leur faire passer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors là, tu me poses une colle parce que je me suis jamais posé la question de cette manière-là. Mais 1 ou 2 minutes, enfin quelque chose ultra court, quoi. Je sais pas moi. C'est bête, hein, mais c'est pour dire aussi vite et essayer de trouver quelque chose qui soit aussi universellement audible. Tu sais, je pense que un des éléments que tu trouves dans le message chrétien, genre aimez-vous les uns les autres, c'est pas mal comme point de départ. C'est-à-dire, en tout cas, il devrait y avoir quelque chose comme ça dedans pour être audible. Parce que, par exemple, la valeur de la vie, la valeur intrinsèque de la vie semble être universelle, présente dans toutes les cultures. Donc, ça aussi, c'est un point de départ qui va complètement avec. Je sais pas, hein, il faudrait trouver des mots pour dire à quel point la curiosité. Voilà, j'essaierai de trouver. Il faudrait que j'ai réfléchi davantage le truc un petit peu à l'avance, mais trouver les 4 ou 5 mots qui fassent parler des valeurs justement qui me paraissent les plus importantes chez l'humain. Donc le respect de la vie en est une. La dimension humaine, le mot humain est bien quand même. Je trouve que je vois, par exemple, les Occidentaux se chamaillent entre eux parfois en disant « Ah oui, mais les droits de l'homme, c'est une invention occidentale. Et en fait, on a voulu imposer ça aux autres, mais ce n'est pas évident que ce soit universel. » Mais quand tu discutes avec des Arabes, des Camerounais, j'ai adoré les quelques ouvrages que j'ai lus du philosophe franco-chinois, enfin, qui a beaucoup travaillé, qui est sinologue en même temps, qui s'appelle François Julien. Et il a un de ses bouquins dans lequel il arrive à dire les droits de l'homme, si on essaie d'y réfléchir en positif, finalement, c'est peut-être pas universel. On essaie de les imposer tels qu'ils ont été écrits en Occident, c'est plus universel. Mais si on y réfléchit en négatif, en Chine par exemple, c'est-à-dire qu'on commence à y réfléchir quand il manque. Et là, en creux, on s'aperçoit qu'ils sont indispensables. Et on peut discuter de manière universelle en parlant de ce qui manque quand les droits de l'homme ne sont pas là. C'est intéressant comme manière, je trouve, de réfléchir à la question. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des valeurs dont on peut discuter dans un dialogue à travers l'ensemble des cultures. Et on s'en rend compte aussi quand on se rend compte à quel point ce message des droits de l'homme, eh bien, ils sont encore aujourd'hui tout à fait importants chez des intellectuels qui ne sont pas occidentaux, qui sont africains, qui sont asiatiques, qui sont sud-américains, etc. Donc, je pense qu'il y a des valeurs qui devraient être exposées dans ces 2 petites minutes que tu me donnerais. Tu m'avertiras un petit peu à l'avance si il doit y avoir là que je sois un peu moins prise au dépourvu. Donc voilà, le mot humain, avec ce qu'il y a derrière, serait sans doute essentiel. Mais il y a une autre dimension de humain
qui pour moi est tout aussi essentiel, dont j'ai parlé une fois ou deux, mais je pense qu'il devrait être présent dans les 2 minutes, c'est le mot curiosité. Parce que je pense que le mot curiosité, il est lui aussi indissociable du fonctionnement du vivant. Pour moi, je vais peut-être essayer de conclure en rappelant ça. Ce qui est absolument fondamental dans tout ça, c'est la perpétuation d'une forme de conscience. Il faut qu'il y ait conscience parce qu'il faut qu'il y ait discours sur soi-même. Il faut ce qu'a exprimé Carl Sagan en disant à travers nous, l'univers se regarde. S'il n'y a plus ça, plus rien n'a de sens. Il peut y avoir des planètes, il peut y avoir des origines vivantes, là, des petites bactéries qui se baladent, etc. Mais du point de vue humain, ça n'a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Donc, perpétuation d'une conscience d'origine humaine, et donc d'origine vivante, qui est le vivant comme principe fondamental au départ. Et le vivant comme principe fondamental, il a la perpétuation de lui-même, donc l'homéostasie, et la perpétuation de son message essentiel, c'est-à-dire la projection, c'est-à-dire les générations futures, la transmission du message d'ADN si on veut, mais du message culturel également chez les humains. Et pour que ça fonctionne, pour que ça puisse durer sur le long terme, le vivant, il a besoin de quelque chose d'impératif, de nécessaire. Il a besoin de la curiosité. Il a besoin d'explorer son environnement. S'il n'explore pas son environnement, il crève. Il n'est pas adaptable à l'évolution de l'environnement, donc il disparaît. Il n'arrive plus à transmettre son message vital, donc il disparaît. Il a impérativement besoin de la curiosité. Donc, dans mes 2 minutes, il faudrait que j'arrive à caser ça. Voilà. Principes élémentaires du vivant, curiosité, projection. Magnifique, trop bien. Je me réjouis d'écouter le discours. En tout cas, si on organise ça un jour, ça pourrait être sympa. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce long entretien. Et si les gens sont arrivés jusque-là, les courageux qui sont arrivés jusque-là, qui sont intéressés par tout ce qu'on a dit, je pense forcément qu'ils ont envie d'en savoir plus sur toi et ton travail. Donc, où est-ce qu'on peut les renvoyer ? Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel se trouve sur le site de l'association française transhumaniste Technoprog. Donc, c'est là que je publie tous mes articles. Le livre Technoprog a été une première étape de synthèse. Donc, ça peut être un raccourci, disons, on retrouve tout de manière, enfin, à peu près tout de manière condensée, mais non, jusqu'à 2016, l'année de publication du livre. Depuis 2016, j'ai continué à publier de temps en temps des articles sur le site où donc j'ai développé, j'ai rajouté un certain nombre de mes réflexions. Et puis, je vais, puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais rajouter quelque chose que je n'ai jamais dit de manière publique jusqu'à présent, mais je le dis exprès pour me forcer moi-même à travailler dans cette direction. Donc, ça fait quelques années maintenant que donc, j'essaie de travailler à temps perdu donc sur un nouveau bouquin. Ce nouveau bouquin, pour l'instant, je passe énormément de temps à travailler les notions de frontières, limites, seuil. Mais vraiment, j'ai des pages et des pages et des pages là-dessus. Et ça me paraît, parce que ça me paraît tout à fait essentiel d'arriver à expliciter ces notions-là, de montrer à quel point elles sont importantes dans la réflexion transhumaniste. Et donc, bon, il y aurait sans doute une dimension, faut dire, on dit ça comme ça, quoi, une dimension philosophique plus importante dans ce bouquin. Donc voilà, j'espère que je finirai par m'y mettre de manière plus soutenue, parce que pour l'instant, ces dernières années, je n'y arrive que de manière pointillée, quoi. Et à un moment donné, il faudra que ça accélère. Ouais. Voilà, merci.
Ah bah je me réjouis de lire le livre. En tout cas, si une fois il sort, on pourra te réinviter du coup pour discuter de ces nouvelles notions que tu vas y développer. L'interview est déjà prête. Parfait. Bon, Espérons que voilà, j'y arriverai. alors du coup, je vais mettre en description le lien de l'Association française transhumaniste, le lien de ton livre, et puis on se programmera une interview quand il sortira le prochain. Merci beaucoup d'avoir discuté de tout ça avec moi et à très bientôt. Merci à toi pour cette occasion. À bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.